Il y a 3 trucs cinéma, flop film et top film vu cette année, peu importe l'année de sortie. Histoire de quand même ramener ce truc que je fais toujours, de parler des films, peu importe leur année de sortie, et juste de conseiller des films, quoi. Les meilleurs films vus en 2025. Du coup, vous allez patienter pour le top film, c'est en dernier, attention. Mention honorable, déjà. Ça, c'est juste pour faire un petit SO à ceux qui rentrent pas dans le top 10. Wild at Heart que j'ai découvert cette année, je crois que j'ai découvert le jour où Lynch est mort ou la semaine, c'était assez fou. Je vais pas forcément parler en détail de ces films-là, mais je vous les conseille. Afrique 50, j'en ai fait un TikTok évidemment. La vie de Jésus, j'en ai fait une vidéo YouTube. La bataille de l'âge, j'en ai fait une vidéo YouTube. Et sinon, Au hasard Balthazar que j'ai découvert de Bresson, qui est peut-être le film avec la plus belle fin de l'histoire, où un âne qui finit par se faire maltraiter par les humains à un point où ça le tue. Il va dans une montagne et il meurt au milieu des moutons. Je trouve ça magnifique. Dans le noir du temps, exceptionnel court-métrage de Godard, qui est dispo sur YouTube aussi, je crois. Sauf si Ciné Mutin vont le strike. Petite private joke. On pourra en reparler, ça aussi. 4 nuits d'un rêveur, incroyable. D'ailleurs, j'ai vu la conférence de Bégodeau là, qu'il a fait, la Ciné Club sur 4 nuits d'un rêveur, et je vous la conseille aussi. En fait, quand il parle pas de Sirade, Bégodeau, il est très fort. Faut juste qu'il se cantonne à ça, quoi. Et deuxième mention honorable, parce qu'il y en a jamais assez, Mélancolia de Lars von Trier que j'ai découvert, c'est mon premier Lars von Trier que j'ai vu. L'enfer de Chabrol, Nowhere de Greg Araki. La majorité ont des vidéos dessus, je crois. Hein. Non, surtout Nowhere, L'enfer, on en a parlé dans la tier list. Que la bête meurt, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai en 2026. Rien à foutre aussi. L'esquive de... Bref, Simone Barbet, j'en ai fait une vidéo, et L'argent de Bresson. Top 10. J'en ai parlé au dernier stream quand on l'a placé sur le Compass Politique, mais j'ai découvert Memoria et j'ai découvert Apichatpong du coup avec ce film-là. C'était le tout premier que je voyais de ce réalisateur. Ça raconte l'histoire d'une meuf qui est jouée par Tilda Swinton, qu'on voit juste ici, là, hop là, et qui du coup se réveille dans la nuit une première fois parce qu'elle entend un bruit, genre un boum. Et l'histoire du film, c'est simplement la meuf qui cherche à voir d'où vient le bruit. À l'expliquer quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, à quoi il sert et voilà quoi. Bref, du coup, Tilda Swinton, là, cette scène magnifique où elle va voir un ingé son. Il essaie de reconstituer le bruit avec des EQ, avec voilà, des VST, hein, pour ceux qui connaissent quoi. Et je trouve ça magnifique, cette petite, cette image de essayer de reconstituer avec la technique, avec le progrès technique, des phénomènes surnaturels quoi. C'est même pas des phénomènes naturels parce qu'on sait même pas d'où il vient ce bruit. Enfin, à la fin, on l'apprend et du coup là, je vous spoil pas. Mais film vraiment magnifique dans son rythme, un truc très très calme, très j'allais dire contemplatif par excès de langage, mais j'aime pas ce mot parce que justement, c'est ça que je veux dire. Ce film-là ne me met pas dans un état de contemplation. Quand je regarde des Apichatpong, film qui, moi, me met pas en état de contemplation, film qui me met vraiment en état de concentration, je dirais. Genre, c'est un film concentratif. Bref, j'invente des termes. Non, mais en fait, les films comme ça qui me donnent pas beaucoup, en tout cas, qui ne vont pas m'abreuver d'images, d'effets, j'allais dire de mise en scène, ça veut rien dire parce que un plan fixe, évidemment que c'est de la mise en scène, mais qui vont pas avoir une mise en scène excessive et m'as-tu vu, je dirais. Et ben en fait, je vais me poser la question de... Ouais, c'est méditatif un peu, on est d'accord, je vais être dans cette posture de... Des fois même penser à d'autres choses devant les plans parce qu'ils s'éternisent, parce qu'ils vont durer 5-10 minutes, et je trouve ça beau en fait. Des fois, vraiment, mon esprit divague, je vais penser à une anecdote, à un truc qui s'est passé il y a 5 ans, auquel j'avais même pas repensé depuis des années, et c'est le film qui m'a permis ça. Donc moi, j'aime bien dire un peu que, je l'ai déjà dit du coup, si vous étiez là au dernier stream, je vais me répéter, mais le film, il ouvre des portails, des portails, j'avais fait la même hésitation, des portes, voilà. Non, c'était pas au dernier stream, c'était avec Jem que je parlais de ça. Le film, il ouvre des portes sur en gros notre inconscient et nos souvenirs, et je trouve ça super beau. Et je pense qu'en vrai, il serait pas choqué que je dise ça à Apichatpong parce qu'il a un côté très méditatif dans tout ce dont il parle. Et franchement, très très beau film. Moi, je vous le conseille. La scène qui m'a le plus marqué, c'est évidemment celle à peu près vers la fin où t'as un mec qui s'allonge dans l'herbe et d'un coup, genre, il arrête de vivre. Genre, il s'allonge et il respire plus quoi. Et c'est... Attends, mais qu'est-ce qui se passe là avec mes gauches ? Ok, c'est bon. Il respire plus, il a les yeux ouverts, en mode mais il est mort le mec en fait. Et pendant 10 minutes, il y a un plan sur lui, avec Tilda Swinton à côté, où on observe ce qui se passe quoi. Et du coup, t'as un plan sur la nature, t'as un plan sur les insectes qui se baladent dans l'herbe. Mais pas un gros plan en mode film de docu, genre vraiment le plan d'ensemble est assez ouvert pour qu'on puisse voir tous ces détails-là. Et du coup, le plan est assez long pour qu'on puisse se poser la question de regarder où on veut quoi. Et c'est très très beau. Mais du coup, à Memoria, voilà, je vous le conseille, excellent film que j'ai vu cette année. Top 9 des films que j'ai vu cette année, pardon, j'en ai aussi parlé en stream, Les Parapluies de Cherbourg. Donc là, en vrai, il y a beaucoup de découvertes, c'est ça qui est bien cette année. Je suis vraiment ouvert grâce à la tier list, notamment à plein de réals que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de regarder du coup dans ma vie. Je découvre avec Podane, je trouve ça vraiment bien au final. Je suis choqué du fait que ce soit sarcastique, qu'il y ait de l'humour, de la parodie et tout. Et du coup, après Jacques Demy, je regarde Les Parapluies de Cherbourg et les gens me mettent en garde, attention, parce que tu n'aimes pas les comédies musicales, ça va pas te plaire. Parce que c'est quand même un film chanté. Je me dis, ah merde, ça va peut-être être bizarre du coup de voir des gens chanter pendant tout le long. C'est-à-dire que tous les dialogues du film sont chantés. Bonjour, je vais à la boulangerie. Enfin voilà, c'est vraiment ça tout le long du film, pendant 1h30 je crois. Donc on pourrait se dire c'est fatigant, on va jamais rentrer dedans, c'est insupportable. Et ben moi c'est justement ce parti pris là ultra radical qui m'a plu. J'ai trouvé ça vraiment dingue. En fait justement ça m'a permis de plus rentrer dedans qu'une comédie musicale classique. En fait vu que dès le début ça chante, au début je suis un peu décontenancé, mais après j'oublie en fait.
vu que c'est devenu le régime de dialogue par défaut du film. Et du coup, ça permet de rendre des choses beaucoup plus touchantes des fois. Très très touchante. T'as une scène notamment où elle pleure sur les genoux de sa mère parce que du coup, l'histoire du film, je vais quand même le dire avant toute chose, c'est qu'ils sont amoureux les deux qu'on voit sur le poster. Lui s'en va à la guerre d'Algérie et elle du coup se retrouve toute seule et ils se promettent de s'aimer jusqu'à son retour. Et bon, ça se passe pas comme prévu parce que la vie c'est rarement comme dans les films. Et les films Jacques Demy sont pas comme dans les films aussi du coup. Mais cette scène du coup, il lui manque énormément et elle rentre près de sa mère, elle est en pleurs et je sais pas, elle a dit un maman en chantant, mais je trouve ça hyper touchant. Puis enfin même, il y a plein d'images, pas des images au sens des plans, mais je sais pas, des idées ultra touchante dans ce film-là, notamment la meuf dont il s'occupe, d'une vieille dame. C'est pas sa mère, mais il s'occupe d'elle avec une autre fille. Et en fait, elle est très très malade, elle est mourante quoi. Et il part en Algérie et elle est toujours vivante à son retour. Et quelques jours après son retour, après qu'il l'ait revue, elle décède. Donc en fait, c'est comme si elle avait attendu quoi. Elle s'est battue avec la vie pour ne pas mourir jusqu'à le revoir. Et une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, ça y est, elle peut enfin partir en paix. Et je trouve ça très très touchant. Mais du coup, pour toi, est-ce que la comédie musicale est une forme qui coupe instantanément le réel ou justement qui veut permettre quelque chose d'encore plus fort? Je sais pas. Pour avoir vu des interviews de Jacques Demy, c'est pas du tout ce qui l'intéresse le réel. Après moi c'est quelque chose que je préfère quand on filme le réel, quand on est naturaliste, mais parfois il y a des réels qui savent bien faire des choses qui dépassent le réel ou qui vont même sur autre chose. Je sais pas si c'est un truc qui se met en rapport, qui veut dépasser. J'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi au film de Jacques Demy sur cette dialectique là, tu vois. En tout cas c'est un truc qui me touche et ça m'a étonné parce que moi en général j'en ai rien à foutre des couleurs dans les films, j'en ai rien à foutre que les costumes soient bien faits, j'en ai rien à foutre de la musique, j'aime pas forcément dans les films en général. Là ça m'a touché quoi, je trouvais ça très très beau. Après Lynch c'est quelqu'un qui par contre se met en rapport au réel, moi je trouve quand même. Il y a quand même un truc où certes il fait des trucs surréalistes, oniriques non, mais en tout cas dans l'étrange, mais toujours avec quand même des idées du réel. Twin Peaks ça parle tout le temps de l'inceste et du coup d'une manière quand même politique on va dire, même si c'est pas dit comme ça. Moi je trouve ça intéressant, c'est que c'est pas des films forcément militants à proprement parler, c'est pas du Ken Loach, mais les thèmes sont infusés dedans et c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Et pareil pour le génocide des Amérindiens, tout le truc de Lynch, le début de Blue Velvet quoi. On va trouver une oreille dans l'herbe, on va trouver du sang en fait. C'est-à-dire que tout notre confort, tout notre petit pavillon est construit sur du sang littéralement parce qu'en fait ils ont dû tuer tous les natifs américains avant de s'installer les États-Unis et même nous les Européens, je veux dire, même si jamais c'était nos terres techniquement, il y a quand même un truc de notre confort est basé sur des guerres, est basé sur des génocides, est basé sur de l'exploitation. Et Lynch parle énormément de ça. Même si lui il va l'aborder par des thèmes des fois plus par l'horreur, plus par des trucs liés à l'enfance, etc. Mais il y a toujours ça qui est infusé dans son cinéma et c'est magnifique. Numéro 8, Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer. J'en ai vu beaucoup cette année parce qu'on en a parlé du coup dans la tier list, je vous invite à aller le voir, c'est l'épisode 1 sur YouTube je crois. Et c'est mon film préféré de Rohmer, j'ai vu il y a quelques mois donc faut que je réfléchisse un peu, mais ouais c'est en gros l'histoire d'une fille du coup qu'on voit au milieu la dessinée, qui est en couple avec le mec tout à droite en costard, et en fait elle en a un peu marre de vivre en couple, du coup elle va aller prendre l'appart dont elle a hérité je crois à Paris, et elle fait genre qu'elle le retape, mais en fait elle y va juste pour faire des soirées et pour pouvoir rentrer chez elle parce que je crois qu'elle habite en banlieue. Un scénario un peu rigolo, sauf qu'en plus c'est Fabrice Lucchini qui est un peu son meilleur pote mais qui veut aussi la pécho. Enfin, c'était pas mal dans mes réflexions de l'époque sur le couple, sur le fait de vivre avec quelqu'un, sur le fait de partager sa vie, sur le fait de dépendre de quelqu'un. Et au final, la meuf, en plus, c'est pas elle qui s'en tire le mieux dans l'histoire. Mais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de ce film, juste que je le trouve très beau. Toujours un truc romérien, quoi, les dialogues, la parole comme étant une matière. Et en plus, lui, il aime bien. Bon, c'est un bourge, hein, Rohmer, du coup, il filme souvent des bourgeois, mais il les filme comme des bourgeois, du coup. Et en plus, ça va dans son sens de filmer des belles paroles, quoi. Lui, c'est ça qui le fait bander, Rohmer, quoi. On va pas se mentir. C'est vrai que Lucchini est moins dans son personnage dans ce film-là. Enfin, toujours, parce que c'est quand même un mec qui a un parler très atypique. Il est un peu contenu. Et tant mieux. Il fait moins son Lucchini. Ça, c'est bien. Moi, c'est ça que je disais quand je parlais de Rohmer dans la tier list. Même si il s'écarte un peu du réel par ça, il va tout le temps intégrer ses personnages dans un contexte réel, dans un cadre où il y a du monde, voilà, dans un décor où il va pas forcément flouter l'arrière-plan comme un Xavier Dolan. Et du coup, il les ancre quelque part. Et du coup, ça permet. Enfin, pour moi, Rohmer, c'est un des meilleurs moyen de se documenter sur la vie française, bon surtout des bourgeois on va pas se mentir, depuis les années 60 jusqu'à 2010, je sais plus quand il est décédé. Et pourquoi ? Parce que du coup il laisse quand même place à la vie dans ses films, ce que vont pas forcément faire pardon, certains réalisateurs. Donc l'arrêter à juste il fait des films très écrits, donc du coup il écarte la vie et tout, c'est faux. Rien que le fait que voilà on voit le téléphone, on voit comment on s'organise pour aller en soirée dans les années 80 et comment ça a changé aujourd'hui, c'est magnifique. 7ème, j'en ai déjà parlé en stream aussi, The Deer Hunter, qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer, c'est ça ? Le film français, le titre français pardon, film avec De Niro et Michael Cimino qui parle de la guerre du Vietnam. Non, pas avec Michael Cimino, c'est le réalisateur, je suis fou. Comment il s'appelle le mec ? Christopher Walken, excellent acteur aussi. Qui parle de la guerre du Vietnam, des États-Unis qui sont envoyés là-bas. Et déjà, il a une structure très 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 intéressante, c'est qu'il dure 3 heures et la première heure, voire heure et demie, je dirais. On est juste dans un mariage orthodoxe de toute la bande de potes qui va être envoyée là-bas. La première partie d'une heure est interminable, vraiment c'est la fête quoi. On danse constamment, on n'en sort pas, ça sent l'alcool, on les voit vraiment s'éclater, mais on y est quoi. Genre je n'ai jamais
je me suis jamais senti autant intégré à un mariage, à une fête au cinéma que dans ce film-là. Genre vraiment, j'ai trouvé ça assez fou. Et il y a un autre film que j'ai adoré cette année qui s'appelle Le Boucher, du coup, de Chabrol. Et je trouve que le début, même si c'est beaucoup plus court, mais on a quand même une petite scène de 10-15 minutes au mariage, il y avait un peu cette énergie-là qui était retranscrite et je trouvais ça très très beau. Mais du coup, ouais, donc ces mecs-là, donc pendant 1h15, on a vécu, on s'y attache, ça se bourre la gueule, ça s'éclate, on est aux États-Unis et d'un coup, ils sont tous envoyés au Vietnam, évidemment. Donc c'est l'enfer. Et évidemment, il y a quand même un point de vue très états-unien sur le Vietnam, hein. Je pense que le film s'en cache pas. Mais c'est aussi intéressant de le voir et je pense quand même que c'est pas le film le plus impérialiste. Je pense que justement, il montre aussi le contexte de guerre, comment il transforme à la fois les deux camps. Et je pense que peut-être qu'il n'est pas assez critique sur le fait que qui est vraiment le responsable de la guerre du Vietnam et pourquoi les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas et tout. Mais après, c'est peut-être pas ça qui l'intéresse. Mais en tout cas, il montre que voilà, il y a quand même beaucoup d'innocents qu'on a envoyés là-bas. De jeunes et tout, comme on peut le voir, quoi. Mais du coup, ils arrivent au Vietnam et avec une scène absolument dingue, une scène de roulette russe. Du coup, en fait, il y a un moyen de torture des Vietnamiens d'après le film. Je sais pas si c'est réaliste ou pas. Ils forçaient les prisonniers qu'ils avaient états-uniens à faire des roulettes russes. Putain, en vrai, on pourrait dire oui, idée basique. Après, je sais pas s'il y avait tant de scènes que ça de roulettes russes à l'époque, au moment où le film sort. Maintenant, c'est un truc quand même qui a été fait et refait. Mais putain, mais même si c'est fait et refait, mais c'est fait d'une manière. Et quelle idée, en fait. Évidemment que ça amène de la tension. Le fait que le héros du film ait une chance sur 6 de se faire péter la cervelle et qu'en plus ça va être montré de manière graphique à l'écran et ça finit par se produire à certains moments pour certains personnages et la manière dont c'est fait c'est vraiment exceptionnel sans pour autant vraiment aller dans le truc exagéré, épique avec la musique qui s'accentue et tout, des gros plans, voilà. Non, il y a vraiment un truc quand même qui reste sobre je trouve mais qui est choquant quoi. C'est brut quoi, on arrive à la fois au début on était vraiment là dans ce mariage et du coup le contraste quand on arrive au Vietnam pareil on est dedans quoi, on est vraiment avec eux, en plus il y a vraiment un cut, c'est un cut abrupt hein. Je sais plus ce que c'est juste avant mais vraiment on est aux États-Unis et bam on est directement dans la scène où ils sont prisonniers quoi, donc c'est une catastrophe et du coup on voit à quel point ils deviennent tous fous, c'est n'importe quoi, ça devient des traumatisés et c'est magnifique, enfin vraiment film très très beau que je vous conseille qui dure 3 heures donc on a vraiment le temps de s'immerger dedans, être dans l'ambiance. C'est vraiment beau. C'est le premier film américain à traiter le Vietnam après sur... Ok, bah je savais pas du tout, mais du coup, ouais, un film intéressant là-dessus. Pour ceux qui savent pas, tout le terme masculinité toxique vient du Vietnam, vient de la guerre du Vietnam. C'est qu'en fait, il y a eu un phénomène sociologique qui s'est produit avec les vétérans du Vietnam. C'est que du coup, ils ont eu évidemment des PTSD parce que, bah oui, la guerre crée des traumatismes, mais à cause de leur masculinité, ils n'osaient pas aller chez le psy. Et du coup, bah, beaucoup de gens suicidaient, beaucoup de gens devenaient fous, peut-être faisaient des fusillades et tout. On va passer au numéro 6. Oh, ça va être plus rapide, du coup, en plus, j'en ai parlé la semaine dernière là. Song of Avignon de Jonas Mekas. J'ai pas encore vu son projet de sa vie As I Was Moving Ahead, blablabla. Mais du coup, Song of Avignon, c'est une sorte de petit avant-goût de ça. C'est un court-métrage qui dure 7 minutes réalisé par ce mec. Donc Jonas Mekas, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait toute sa vie du journal filmé. C'est-à-dire qu'il filmait avec sa caméra dont j'ai oublié le nom. Il a filmé toute sa vie de manière à documenter un peu ce qui lui arrive, quoi. Mais pas dans un sens narcissique, mais plus dans un sens, je pense... comme je l'avais dit, du coup, de l'expérience humaine et universelle. Je vis des choses qui, je pense, me dépassent dans le sens où bah, je ne les contrôle pas, donc peut-être qu'elles arriveront à d'autres personnes aussi. Donc je propose de montrer ce qui m'arrive, et peut-être que ça touchera des gens. Et bah, spoiler, oui, ça touche des gens. Parce que moi, quand je regarde Song of Avignon, donc du coup, c'est un film où, en gros, sur la forme, c'est des images des années 60 qu'il a filmé, et aussi un texte qu'il a lu, le film sort en 90, je crois à peu près, hein, un texte qu'il lit en 1990, mais qu'il a écrit dans son journal intime dans les années 60. Et du coup, ce texte montre à quel point il est perdu dans sa vie, à quel point il a plus d'espoir, à part peut-être un peu l'amour, peut-être que ça va le sauver, à quel point tout est devenu morose et tout. Mais le fait de faire le geste de le lire 30 ans plus tard, je trouve ça super beau en fait. Bah, ça peut dire plein de choses, ça peut dire que peut-être que ça s'est amélioré, peut-être qu'au final ça n'a jamais changé, enfin au final c'est à nous de se faire, de se faire ce raisonnement-là. Mais je trouve ça très très beau de se dire, en rétrospective, je vais parler de ce qui m'est arrivé à cette époque-là. Et il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, qui était un peu dans After Sun, un film de l'an dernier ou de l'année d'avant, je sais plus. Il n'y a pas d'adulte, quoi, en fait. Je pense que c'est ça aussi que ça dit, c'est quand il a 70 ans et qu'il parle des questionnements qu'il avait à 40 ans et qu'il les relit de la même manière, bah, en fait, c'est peut-être qu'on avance tous à l'aveugle et c'est magnifique, en fait, de dire ça. Moi, je trouve ça très beau. Et du coup, quand je l'ai vu, Song of Avignon, il y a plusieurs mois, vraiment, j'ai eu l'impression que c'était fait pour moi, quoi. Ça m'a vraiment touché. Je peux pas vous garantir que ce soit pareil pour vous, parce que c'est un truc très subjectif, mais je vous conseille de le voir. Je crois qu'il est sur YouTube, hein. Ça dure 7 minutes. C'est magnifique. On passe au numéro 5. Ah ouais, putain. Ça, c'était vraiment l'année Lynch cette année, hein. J'en ai regardé tellement. Parce que Lynch, c'était vraiment un mec que j'adorais. Un peu de loin, comme une image. J'avais vu Mulholland Drive, ça m'avait traumatisé au lycée. J'avais vu Blue Velvet quand j'avais 19 ans. Et je crois que c'est tout. Je m'étais pas penché sur plus sur la question. On avait prévu de faire un truc où on mate plein de Lynch et il meurt. Donc, wesh, le signe, quoi. Mais du coup, on en a maté plein. Je crois que j'ai maté quasiment tous les Lynch, sauf Inland Empire, Une histoire vraie. Et peut-être un autre, je sais pas. Dites-moi si jamais.
mais je crois que je les ai tous vus quasiment cette année, quoi. Et du coup, je me suis refait Twin Peaks, enfin, pas refait Twin Peaks, mais j'ai continué Twin Peaks. J'avais commencé Twin Peaks, pardon, en 2024, et je l'ai fini cette année. Et putain, la claque de fou. Et du coup, bah, les 2 premières saisons, il a fallu que je passe au film. Twin Peaks Farewell With Me, qui est donc le numéro 5. Est-ce qu'il peut se voir? Non, non, surtout pas. Parce qu'en vrai, là, je vais peut-être spoil, parce qu'il y a des thèmes, il faut en parler quand même, désolé. Mais j'avoue qu'en vrai, la surprise, vu que c'est quand même une enquête, Twin Peaks, c'est quand même mieux. Mais non, non, voyez les 2 premières saisons, voyez Farewell With Me, et après, regardez la 3ème saison, et mettez-vous une putain de claque de fou. Donc du coup, Twin Peaks, ça raconte l'histoire de Laura Palmer, qui se fait tuer. Voilà, tout simplement. Et Dale Cooper, qui du coup, c'est chargé, agent du FBI, qui est chargé de l'enquête, qui est chargé de retrouver le coupable. Et on finit par savoir le coupable au bout de 2 saisons. Et après sort le film Farewell With Me, qui se concentre sur les derniers jours avant la mort de Laura, qui sont un peu mis en opposition avec du coup aussi les jours de Dale Cooper avant même de savoir la mort de Laura, parce qu'il y a un truc très des fois métaphysique bizarre dans les films de Lynch. Des fois on est guidé par quelque chose, des fois on ne sait même pas ce qui nous arrive, et du coup Dale il était attiré par Laura et par sa mort même avant qu'elle soit morte. Enfin, il y a vraiment un truc bizarre, quoi. Mais film qui parle en fait le plus frontalement. Il y avait une notion, désolé je spoil un peu, mais il y avait une notion qui est tout le temps présente évidemment dans les films de Lynch, c'est les VSS, les rapports de domination envers les femmes, même pas forcément envers les femmes, mais quand même pas mal. Et aussi l'inceste, quand même, qui est présent dans certains films. Et dans Twin Peaks, évidemment, du coup. Mais de manière un petit peu floue, un petit peu lynchienne, quoi. Un petit peu, c'est jamais abordé vraiment frontalement, et tu lances Farewell With Me, et là, ça te choque, en fait. Il y a des scènes où vraiment ça se passe, quoi. Tu vois vraiment le cauchemar qu'a vécu Laura Palmer, même avant sa mort, parce qu'en fait, je crois que c'était depuis qu'elle était gosse, en fait, je crois que c'est ça qu'elle dit dans son journal. Je m'attendais pas à ça de Lynch, en fait. Autant un truc aussi brut. Oui, d'ailleurs, tout Twin Peaks sera dispo en janvier sur Arte, sauf le film. Je m'attendais pas à autant de brutalité dans la mise en scène de Lynch, et d'un côté ça m'a plu parce que je trouve ça beau, en fait, de parler de ce thème-là comme ça, en fait. Vas-y, j'ai pas grand-chose à en dire tellement c'est un truc qui m'est une gifle. J'avoue que c'est pas là que je suis le plus pertinent quand je parle de Lynch. Mais enfin si, en vrai on pourrait dire de sa manière de filmer le foyer, qui est aussi là la plus flagrante. Comme je l'ai dit quand je parlais de Michel Franco, où vraiment chez Lynch on va mettre le grand angle, filmer un petit peu en contre-plongée, ça fait un truc très cauchemardesque, très angoissant, très anxiogène dans le foyer, parce qu'il a toujours, même depuis Eraserhead, filmé le foyer comme étant un truc flippant, quoi. Vous savez que Lynch ne voulait pas divulguer. Ouais, il voulait pas, mais ils l'ont forcé à le faire très tôt, et c'est pour ça qu'il s'est barré, et que du coup la saison 2 devient nulle après la révélation. Film 4, La maman et la putain de Jean Eustache. J'en ai fait aussi un TikTok, je vais pas me répéter, mais je vous invite à aller le voir. Parce que ce film-là, évidemment, en tant que tel, est déjà dingue quand on le voit. Mais toute l'histoire derrière est vraiment absolument folle. Non, j'avais fait une sorte de schéma qui explique, en fait, vite fait, je vais dire, mais en gros, c'est un film autobiographique sans forcément le dire. Parce qu'en gros, il va mélanger des acteurs des actrices surtout de son passé, avec des actrices qui n'ont rien à voir avec lui. Il va faire jouer des actrices qu'il a vraiment connues, avec qui il a eu des relations, un autre rôle. Enfin, c'est complètement fucked up, c'est n'importe quoi. J'ai pas envie de trop en dire, regardez ma vidéo, elle est bien. Mais du coup, rien que pour ça, c'est absolument fou. Et sinon, le film en tant que tel est vraiment. On le définit à Skip comme étant le dernier film de la nouvelle vague, de ce qu'on m'a dit. Je savais pas, mais du coup, voilà. Et en vrai, je comprends pourquoi aussi, parce qu'il y a un peu ce truc d'aller à l'encontre un peu de mai 68, je trouve. Pas forcément en mode politiquement s'y opposer, mais montrer aussi les limites que ça a pu avoir déjà à l'époque. Ça sort en quoi, La maman et la putain? Ça sort en... Je sais plus comment ça sort. 73, donc ça sort 5 ans avec mai 68, et du coup on voit un peu les répercussions, on voit à quel point ça a mijoté chez lui, etc. Et du coup, film avec Jean-Pierre Léaud et Bernadette Lafont et Françoise Lebrun, voilà, je l'avais dit. Film qui dure 3h30, donc, mais je vous conseille quand même de le voir en une fois, hein. Franchement, c'est vraiment, on s'immerge, et du coup en fait on comprend pourquoi SH a fait ce choix qui dure aussi autant de temps. C'est que du coup il permet vraiment de s'étaler sur la durée, de voir à quel point les personnages, de comprendre les personnages, je sais pas comment dire, dans tout ce qu'ils sont. En fait, c'est un film très écrit. Eustache, quelqu'un qui adorait qu'on respecte à la ligne ses dialogues, genre il aimait pas du tout l'improvisation, et du coup vraiment il y a ce cliché un peu, voilà, c'est quand même, je pense que ça peut être très accessible. Il y a vraiment ce truc il y a Jean-Pierre Léaud qui fait des belles phrases, il y a des actrices qui font aussi des belles phrases, ça dure 3h30, c'est les années 70, ça fait bander tout le monde, bon voilà, rien que pour ça fait plaisir. Mais il y a un truc où ça va plus loin, c'est que Jean Eustache, il a toujours une dimension autobiographique ultra intéressante dans sa carrière. Mes petites amoureuses, c'est aussi ça, où il parle de son enfance, mais il parle aussi de l'enfance en général, il va mettre en parallèle, enfin c'est très très fort. Il y a ce truc dans La maman et la putain de...
essayer de renverser les mœurs, mais de voir au final que c'est pas forcément une solution. Donc c'est là un peu cette critique de mai 68, tu vois, de renverser le couple, oui, mais pour proposer des choses comme ça, bon, au final, ça détruit les gens. Au final, elle voit une sorte de nihilisme là-dedans, Françoise Lebrun, son personnage dans le film. Et c'est beau, et c'est triste, mais voilà. Mais ouais, film vraiment, vraiment dingue. Mais regardez la vidéo que j'ai faite sur Insta dessus, je vais pas me répéter parce que vraiment, ça m'avait pris beaucoup de temps de d'établir tout ce truc, mais vraiment beau. Bref, film numéro 3, les problèmes. C'est pas la seule fois où on va parler de Keshish malheureusement dans le stream. Pour l'instant, on va zapper tout le côté politique parce que j'ai prévu un truc vraiment. En fait, faut en parler sérieusement tout ça. On en parlera quand tu racontes Todoué. Je parlerai plus tard de Keshish. Patientez. Voilà, je mets du suspense. Quant au Ono que j'ai découvert cette année aussi, que je trouve quand même exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Oui, celui-là c'était avant la grosse polémique. Bon, il y avait déjà la polémique de la vie d'Adèle ou elle est venue après. Bon, en tout cas voilà, mais c'était avant en plus les accusations qui sont pour moi les choses les plus graves et je vais en parler. Ne vous inquiétez pas. Quand on va parler de Quant Todoué, j'en parlerai. Donc patientez. J'ai vraiment prévu, j'ai mis mes notes, mes réflexions, parce que moi aussi ça me travaille ce sujet-là. Mais du coup, Quant au Ono, quand je le découvre, évidemment qu'il y a déjà les polémiques, hein, je les connais. Film vraiment. Moi j'aime le naturalisme, Keshish en est évidemment un. C'est un héritier de Piala. Je vais pas trop développer parce que justement j'en parlerai quand je parlerai de Quant Todoué, parce que c'est une œuvre à voir en globalité, parce que tout a été tourné quasiment en même temps, enfin sur plusieurs années, mais vraiment tout a été écrit, voilà quoi. Mais vraiment, film magnifique sur l'été, sur ce moment un peu suspendu. Voilà, sur ce truc de. C'est les vacances. Bon, en même temps, ils bossent parce qu'ils ont un restaurant à 7 la plupart. Mais il y a la plage, et voilà, ça se pécho, ça se jauge, ça se toise. C'est les dialogues très improvisés. Keshish a quand même très fort pour réussir à mettre. À prendre énormément de rush. Je sais plus combien il y avait d'heures de rush, je crois, mais si quelqu'un a le chiffre, mais vraiment il y a énormément de rush dans les films de Keshish, et après il fait son montage et il arrive vraiment à trouver les bons dialogues, les moments où vraiment on se dit bah oui, évidemment, c'est la vie. Et je sais qu'il y a des passages notamment de Quant Todoué qui ont été mis en avant par Pathé, du coup, qui sont passés sur TikTok, et les gens dans les commentaires étaient en mode, c'est n'importe quoi les dialogues, c'est de la merde, n'importe quoi. En tout cas, dialogues exceptionnels qui ne sont pas faits pour tous, on va dire, parce qu'il y a des gens qui sont tellement obstinés à l'idée que le cinéma doit être autre chose que la vie. On en reparlera quand on parlera de Sophie Le Tourneur, qui sera évidemment présente dans mes tops de l'année. Mais moi, justement, c'est ça qui me plaît en fait. Pourquoi la vie devrait être autre chose que le cinéma ? Pourquoi le cinéma devrait être plus que la vie ? Voilà. Et Keshish, pour moi, s'y tient. Et puis voilà, le film s'ouvre sur 2 citations, une de Coran, une de la Bible, qui parle de la lumière. Et il a vraiment son parti pris esthétique, c'est que pour lui, le cinéma, c'est en partie filmer des corps, la lumière sur des corps et comment les corps y réagissent. C'est filmé d'une manière magnifique, quoi. Les plans à la plage. Après, il y a tous les délires de Menguez et tout, dont on pourra peut-être parler après. Il n'empêche que c'est vraiment beau, quoi. Et c'est un film qui donne envie d'aimer la vie. C'est un film qui peut être émancipateur. Et Quant Todoué, encore plus, je pense. On en parlera après. Intermezzo, non, je l'ai pas vu à l'époque, j'avais 18 ans, j'allais pas à Cannes. Allez, film numéro 2. Un mec beaucoup moins problématique, let's go. Michel Franco, le plus grand réalisateur en activité. Et celui qui m'a le plus marqué cette année de lui, c'est Chronique. Chronique, c'est un film sur un aide-soignant qui s'occupe soit de personnes en situation de handicap, soit de personnes en fin de vie. Et il a vraiment un côté très introverti, ce mec, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et c'est un truc très... Michel Franco, si vous connaissez pas, c'est des films très sobres, on pourrait dire. Même si j'aime pas ce terme-là, et je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, des plans... Ils sont pas des plans longs, en vrai. Je crois que ces scènes sont quand même assez courtes. Mais des plans qui prennent des scènes quand même... on va dire... La scène dure 5 minutes, il y aura un seul plan de 5 minutes en général, quoi. Et Michel Franco, c'est très dur d'en parler parce qu'il se situe vraiment sur des trucs, des espaces, des fois de l'invisible. Il arrive à saisir des choses assez folles. Mais en tout cas, Chronique, il y a un truc très très beau sur ce mec. Est-ce qu'il est réel, quoi ? Pas en mode c'est Fight Club, mais en tout cas, quand tu te poses la question, évidemment dans le film il est réel, mais est-ce que ce mec, c'est pas aussi juste une allégorie de l'empathie elle-même, quoi ? Il y a un truc très très beau de... par exemple, à un moment donné, il y a le décès d'une des personnes dont il s'occupait, un vieil homme, et la famille est en pleurs. Et lui ne pleure pas. Et du coup, on pourrait se dire, bah, il est fou ce mec, c'est un sociopathe. Mais en fait, je pense que la vraie empathie aussi, c'est de ne pas pleurer. C'est de garder pour soi. Qu'il y ait une manière de se mettre en scène, surtout qu'en plus, il filme beaucoup des bourgeois. Ça veut pas dire que le fait de pleurer un mort est horrible et le fait que c'est forcément de la merde. Mais il y a peut-être aussi une manière de se mettre en scène là-dedans, auquel du coup, il n'adopte pas le personnage principal. Et pareil, une des séquences de fin magnifiques, il finit par s'occuper d'un jeune homme handicapé. Enfin, pas de fin, du coup, parce que la fin, elle est très abrupte, mais là, je vous la dis pas. Et ils sont assis tous les deux. D'ailleurs, le mec fait que mal lui parler, le jeune homme, genre, il en a rien à foutre, mais après, justement, ça c'est intéressant aussi de montrer que les personnes victimes de handicap, en situation de handicap, ou victimes d'accidents, ou en fin de vie, ou qui ont des problèmes de santé, ne sont pas parfaites. Elles peuvent être des connasses ou des connards, c'est tout à fait normal. Et il faut pas les idéaliser. Mais il est assis à côté de lui dans un parc, et il est pas assis en face de lui. Il est assis à côté de lui, un peu derrière lui, et je trouve ça super beau. C'est aussi encore une allégorie de l'empathie, c'est que c'est l'amitié, quoi. C'est que il est là, quoi. Sa présence est là.
Voilà, il n'a pas besoin d'apporter plus. Et je trouve ça super beau. Et du coup, voilà, c'est un homme qui s'oublie à tel point que il va se passer quelque chose à la fin que vous verrez. Mais tout le long du film, Franco est super fort pour nous mettre sur des fausses pistes. Sans forcément faire des trucs ultra avec plein de ficelles dans le scénario. Vraiment des trucs très simples, mais des gestes qui fait qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce mec stalk une meuf ultra jeune sur Facebook ? Qu'est-ce qui se passe ? Et au final, on comprend pourquoi plus tard. Et c'est tout le temps comme ça dans ces films. C'est magnifique. Dans Memory, c'était ça aussi, quand l'acteur, le mec joué par Peter Sarsgaard, va suivre Jessica Chastain au début du film dans la rue. On se dit, mais c'est qui se fout en fait ? Et après, on comprend un peu. Donc, ouais, très très bon. Allez, top 1, le meilleur film vu cette année, Ici et ailleurs de Jean-Luc Godard, qui est rentré directement dans le cercle très fermé de mes films préférés. Film sur la Palestine, absolument exceptionnel. J'en ai fait aussi, je sais pas si oui, j'en ai fait une vidéo YouTube et j'en ai fait un TikTok. Film ultra intéressant déjà d'un point de vue politique, du coup de montrer la Palestine à l'époque, et du coup ça permet en fait d'avoir un argument de regardez, là on a une preuve documentée que ça n'a pas commencé le 7 octobre 2023 déjà. Et aussi film intéressant, et du coup c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit Godard qui l'ait fait et Anne-Marie Méville, parce qu'Anne-Marie Méville aussi très très grande cinéaste qu'il faut pas minimiser. Et du coup en fait ce qui se passe c'est qu'il va tourner un documentaire à l'époque où il avait lancé Dziga Vertov, c'est-à-dire une sorte de manière de faire du cinéma communiste, et du coup il est parti en Palestine, et après il y a eu Septembre Noir du coup, donc la majorité des gens filmés dans le film sont décédés, donc du coup il a rien fait du film. Et quelques années après, il est revenu sur les rushs et il s'est rendu compte déjà que le film ne montrait pas la réalité des faits. Il y avait une manipulation des images, mais même pas forcément de la part des militants. Parce que oui, évidemment, les militants vont raconter ce qu'ils veulent aussi, parce que il y a une part de narratif dans le politique, mais même de sa part à lui. Il se rend compte, enfin il le savait très bien, mais à un moment, il y a un plan sur une scène sur une jeune qui dit oui, moi je suis palestinienne, j'ai élevé un enfant pour qu'il soit un guerrier parce que voilà quoi. Et en fait, on se rend compte, et il le dit Godard du coup en voix off à ce moment-là, que la meuf en fait n'était même pas enceinte, elle n'a même pas d'enfant. C'est juste qu'il lui a demandé de dire ça parce que ça donnait du crédit au narratif qu'il voulait mettre dans son film. Et du coup, c'est intéressant aussi, ça se rapproche aussi pas mal de la filmographie de Chris Marker. J'avais vu pas mal d'extraits de Level 5 qui parlent de ça, qu'il faut que je vois en entier, et qui a l'air super intéressant aussi sur la manière dont on peut manipuler les images. Et aussi, c'est pas si mauvais que ça. Est-ce que la vérité est forcément... Enfin, c'est intéressant en plus, de plus en plus avec l'IA, avec les fake news et tout, mais est-ce que la réalité est toujours la meilleure chose ? On pourrait dire oui, on est dans le camp du bien, on est des gauchistes, mais des fois, on est face à des gens qui, dans tous les cas, vont faire de la manipulation, et je pense que la propagande peut être intéressante. Je dis ça, je dis rien. Et bref, du coup, film intéressant sur le montage, où il va superposer des plans tout le temps, et le mec a inventé TikTok, quoi, c'est super fou. Il y a un plan où il y a 5 télés différentes, il met un match de foot, il met des images de guerre, il met je sais plus quoi, et du coup, ça montre à quel point on est désensibilisé, à force de voir plein de régimes d'images différents. C'est magnifique. Du coup voilà, ça c'est le meilleur film que j'ai vu cette année hors film de 2025.